Alors, de gauche à droite, Abigail, vous êtes voyageuse au naturel, c'est vous qui le dites, créatrice du podcast Sauve ton monde. Clotilde Costil, vous êtes journaliste notamment à handicap.fr et créatrice du podcast On marche sur la tête. Claire Pétavy, vous êtes infirmière au pôle précarité du GHU Paris, psychiatrie et neurosciences, et vous êtes co-créatrice de Radio Mobile Paris. Aïcha, vous êtes intervenante à Radio Mobile Paris et Alexandra, également intervenante à Radio Mobile Paris. Merci à toutes les 5 d'être participantes à cette table ronde. Et je vais commencer avec Clotilde. Clotilde, vous êtes originaire d'un milieu singulier au niveau de la santé mentale. Alors, en termes d'environnement, vous voulez dire géographique En ou... termes d'environnement social, je dirais. Est-ce que vous acceptez de nous en parler un peu? Alors, moi, mon intérêt pour la santé mentale, il vient de mon histoire personnelle, puisque mon oncle a été diagnostiqué maniaco-dépressif dans les années 2000. Moi, à l'époque, j'étais une petite fille. Et il s'est suicidé en 2005. Donc pour moi, ça a été un véritable traumatisme qui m'a conduite des années plus tard à m'intéresser d'un peu plus près à la santé mentale et d'en faire un projet personnel et aussi professionnel, puisque je suis journaliste à côté. Et ce qu'on peut dire quand je parlais d'un milieu singulier, c'est que... milieu singulier en termes de santé mentale, c'est, je crois qu'on peut le dire, vous êtes originaire d'un milieu rural et on sait, ouais. En milieu rural, notamment, on peut dire que la santé mentale, elle est tue. Oui. Et elle tue. Elle tue, tout à fait. Alors, je dirais pas que c'est ça qui l'a conduit au drame, mais disons que, en fait, moi, je viens d'une famille assez taiseuse sur la question, comme bien d'autres familles, puisqu'à l'époque, en plus, dans les années 2000, c'était pas du tout un sujet qui était ouvert, qui était mis sur la table. Et c'est vrai que dans le milieu rural, encore moins. Mon oncle était agriculteur, donc c'est une profession qui est particulièrement touchée par le suicide, avec des chiffres absolument énormes. Mais lui, voilà, c'était sa pathologie qui l'a conduit au pire. Après, c'est vrai que moi, j'en ai souffert de cet environnement, on va dire, taiseux, parce que... il y a beaucoup de regards, de préjugés, de non-dits dans les campagnes. Moi, je me souviens après son décès, de beaucoup de rumeurs qui circulaient sur la raison qui l'avait poussé à ce geste. Et c'est vrai que... moi, j'avais 10 ans à l'époque, donc j'avais pas tous les tenants et les aboutissants de pourquoi il a fait ça. Mais c'est vrai que je savais qu'il était malade et qu'il en était absolument malheureux et que c'était pas pour des raisons X ou Y. Enfin, voilà, c'est vraiment tout l'aspect un petit peu des regards et des rumeurs qui circulent et qui, moi, m'ont particulièrement touchée à l'époque en tant que petite fille. Comment vous avez réussi, d'une certaine façon, à prendre le contre-pied de cette ambiance de non-dit, vous-même, en libérant la parole, comme ça, votre parole? Déjà, j'ai des parents formidables qui m'ont particulièrement protégée à l'époque et qui m'ont toujours incitée, en tout cas quand j'ai, moi, émergé ce projet d'en parler. C'est-à-dire qu'il s'est passé des années entre le moment où c'est arrivé et l'année dernière où j'ai monté mon podcast. J'ai moi-même suivi une thérapie quand j'avais une vingtaine, là j'en ai 27, donc c'était il y a 3-4 ans, parce que voilà, j'avais moi-même développé un certain nombre de préjugés autour de la bipolarité, autour des maladies psychiques, des peurs qui, je pense, sans... les ressources nécessaires pour comprendre la maladie, je les aurais pas eues, ces peurs-là. Donc en fait, je me suis dit, c'est bête, mais toi, tu es journaliste, tu devrais utiliser tes compétences, utiliser ce que tu sais, ce que tu connais, pour aider d'autres personnes qui sont dans ton cas, qui sont pas du tout informées, qui
qui ont des peurs autour de ces maladies complètement taboues et complètement tues. Et c'est vrai que moi, mon parcours thérapeutique avec une psychiatre m'a beaucoup aidé, donc d'une part à comprendre ce qui était arrivé à mon oncle, et d'autre part à faire émerger mon projet personnel pour aider d'autres personnes à mon tour. Ça vous a donc aidé d'avoir cette curiosité inhérente, parce que finalement, c'est pour ça aussi que vous êtes devenue journaliste. Oui, je pense que ça a clairement tracé mon chemin professionnel. Après, c'est vrai que moi, j'ai une curiosité naturelle, mais c'est un sujet qui, parce qu'il m'a touchée personnellement, m'a conduite à m'en saisir autour d'un projet plus abouti, plus creusé, plus professionnel. Vous avez travaillé pour beaucoup de titres de presse. Bah, beaucoup. Vous avez quand même écrit de multiples articles de fond que je vous recommande d'ailleurs sur son site clotilde.costil.fr. Pourquoi avoir choisi handicap.fr? Bah, la thématique du handicap, elle se rejoint dans la thématique de la santé mentale. Enfin, c'est vrai que moi, au sein de handicap.fr, je traite de pas mal de sujets assez variés, mais c'est vrai que la thématique de la santé mentale est une thématique qui m'est chère et du coup, je m'y retrouve au sein de handicap.fr. Après, c'est vrai que je pense que j'ai cette sensibilité à la différence. Aux injustices, enfin je ne sais pas si on peut parler d'injustice sociale, et c'est vrai que ce sont des sujets que j'aborde quotidiennement au sein d'handicap.fr. Ouais. Vous me disiez, c'est pas du tout un média de niche. Alors, de prime abord, ça l'est. On peut le penser, oui. Mais en fait, on traite vraiment de différents sujets, à la fois politiques. Vous avez parlé tout à l'heure de MDPH, de CNCPH, enfin plein d'acronymes un peu barbares que moi j'utilise un peu au quotidien. Mais c'est vrai que voilà, on traite d'aspects économiques, d'aspects politiques, aspects sociétaux, aspects de santé aussi. Le handicap, ça touche 12 millions de personnes en France. C'est énorme. Et la santé psychique aussi. Il faut savoir qu'il y a un Français sur 5 qui seront touchés au cours de leur vie par un trouble psychique. C'est absolument énorme. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais par rapport à mon travail au sein d'handicap.fr, c'est vrai que c'est assez vaste et c'est tout à fait passionnant. Qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça produit en vous de travailler comme ça pour handicap.fr? Ça donne du sens. C'est vrai que le métier de journaliste est assez, on va dire, idéalisé. On a cette image du journaliste reporter de guerre, bien souvent, qui va dans plein de pays avec des conflits. Mais en fait, le journaliste, c'est aussi quelqu'un qui va aller frapper à la porte de son voisin qui a une maladie X ou Y. Enfin, on traite du quotidien de tout un chacun et à travers la problématique du handicap, c'est ça aussi. Enfin, moi, j'ai l'impression de me retrouver à travers plein de témoignages différents de personnes que je rencontre au quotidien. Et il n'y a pas une journée qui se ressemble, en fait. Enfin, vous vous sentez investi d'une mission? je ne suis pas militante, moi, à titre personnel, mais une mission d'information, oui. Parce que c'est encore une fois, c'est un sujet, le handicap, qui est assez tabou, ou du moins auréolé de plein de clichés, de préjugés. Et alors, on peut parler d'une mission de déstigmatisation, ça c'est sûr. Oui, et puis monsieur tout à l'heure disait que finalement on n'était toujours pas assez informés. Oui, c'est le cas. Finalement, on aura toujours besoin des journalistes. On a toujours besoin. Même si on les aime pas trop. Alors, parlons à nouveau de votre podcast. Oui. Votre podcast, est-ce qu'il est spécialisé santé mentale ou pas? Oui, on marche sur la tête. Je pense que son titre l'indique. C'est effectivement spécialisé sur la santé mentale, sur les maladies psychiques. D'accord. Parce qu'on pourrait penser que finalement, il y a beaucoup de gens qui auraient besoin d'être soignés, mais
qui officiellement ne relève pas de la santé mentale, ouais, c'est pour ça. Bah, la santé mentale. Bon, donc, alors, qu'est-ce qu'on trouve dans votre podcast? Est-ce que vous pouvez nous livrer quelques pépites? Eh bien, c'est un podcast donc, qui a pour vocation de déstigmatiser les maladies psychiques à travers des témoignages donc, de personnes elles-mêmes concernées par les maladies, aussi des témoignages de proches ou d'experts autour de la santé mentale, de psychiatres, mais aussi de personnes, par exemple, j'ai fait un épisode autour d'une application sur la santé mentale des enfants. Donc une personne qui a développé cette application, c'est vraiment une innovation qui est intéressante. Donc moi, c'est vrai que je pars d'une thématique particulière. Par exemple, l'épisode qui va sortir avec Abigail, c'est sur le trouble de la personnalité borderline. C'est pour ça que je l'ai cherché partout, mais que je ne l'ai pas trouvé. Il n'est pas encore sorti. Donc on est là pour faire un peu de teasing aussi. Non, mais donc l'idée, c'est vraiment de partir d'une thématique, d'une maladie en particulier. Donc là, j'ai traité dans cette première saison de plusieurs maladies, par exemple la bipolarité, la schizophrénie, les TOC, mais aussi des troubles un peu moins connus comme la dermatillomanie, qui est un trouble obsessionnel compulsif lié au fait de se gratter la peau. Donc il y a énormément de troubles qui sont assez peu connus, mais qui méritent de l'être. Maintenant que vous me le dites. Et donc l'idée, c'est vraiment de partir donc, de ces témoignages et de terminer sur une note positive et de montrer des parcours de résilience, en fait, à chaque fois. Sans romancer ou quoi le propos. Hein. L'idée, c'est pas de dire que tout est noir ou tout est blanc, c'est vraiment de montrer les difficultés des personnes rencontrées, de montrer leur parcours et leur quête et aussi leurs projets futurs. Puisque tous et toutes ont des projets et c'est ce que je dis dans mon introduction, dans mon introduction de podcast, c'est que derrière chaque maladie, il y a une belle histoire et voilà, c'est tout l'objet de ce podcast. Ouais, vous me disiez que vous aimez les belles histoires, les histoires singulières, donc c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Je ne vais pas vous dire le contraire, hein, mais c'est ce qu'on entend, oui. Et vous aimez les rencontres? Et j'adore les rencontres. La preuve, je pense que Abigail pourra le dire, mais de notre rencontre autour du podcast est née, je ne sais pas si on peut encore parler d'une amitié, mais disons que voilà, on a noué un lien particulier. Alors Abigail, justement, une belle rencontre. Voyageuse, grande voyageuse, on va en parler. Et puis vous êtes une militante aussi, on va évoquer le sujet. On m'entend plus là? Non, on m'entend plus. Jérôme, 1, 2, vous m'entendez à nouveau. Je reprends donc Abigail, belle rencontre avec Clotilde. Bonjour. Voyageuse, grande voyageuse, on va l'évoquer. Vous êtes aussi une militante avec un compte Instagram qui dépasse maintenant les 19 000 followers, je crois. Pas autant. Oui, 17 000, je crois. Enfin, j'ai plus. Non, 13 000. 13 000. Enfin, on était déjà à 13 000 quand j'ai regardé la dernière fois. Alors, un podcast également, Sauve ton monde. Et donc, on parlait voyage. En fait, début 2002, vous aviez un rêve et vous l'avez réalisé. Début 2022, oui. 2002, mais oui, n'importe quoi. 2002, vous étiez une enfant, oui encore. Oui, donc 2022, vous aviez un rêve, vous l'avez réalisé. Exactement. Donc pour recontextualiser un peu la chose, donc moi j'ai été diagnostiquée borderline en décembre 2020. Et en fait, en février 2022, il faut savoir que ça faisait 2 ans que ma vie, c'était que l'hôpital psychiatrique, que les blouses blanches, que les médicaments, que tout ça. Et en fait, il y a eu un espèce de besoin très intense de me redéfinir en tant que moi-même, c'est-à-dire, ok, très bien, je suis borderline, j'ai compris, mais finalement, en dehors de cette étiquette de borderline, qui je suis moi, parce que dans le parcours psychiatrique, je pense qu'on se perd facilement.
Et donc, j'avais aussi, parce que j'avais vécu un épisode dépressif qui était quand même très fort, et en fait, à cause de toutes les annonces qu'on a, de ce qui se passe en ce moment dans le monde, je me sentais très abattue, et en fait, j'avais besoin de me prouver à moi-même que la bienveillance entre êtres humains existait. J'avais besoin de partir un peu, aller me confronter à l'humain, mais de la façon la plus directe qui soit. Et j'avais l'un de mes plus grands rêves qui était de partir aller voir des aurores boréales. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon sac à dos, j'ai pris une pancarte et j'ai commencé à faire de l'autostop. Donc, je suis partie de Lille avec ma petite pancarte. Et sur ma pancarte, j'ai écrit une phrase qui me tient très à cœur, qui est Be the change you want to see in the world. Donc, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et en fait, l'histoire de cette phrase, c'est que la première fois que je l'ai lue, c'est pas de moi, hein, c'est Gandhi qui a dit ça. Mais la première fois que je l'ai lue, c'était lors de ma toute première hospitalisation en psychiatrie, que j'ai pas forcément bien vécue parce que j'étais hospitalisée dans une structure qui était en manque de moyens humains et matériels. Et en fait, c'est un peu cette phrase-là qui a été le commencement d'une petite graine qui a germé. Donc voilà, j'ai pris mon sac à dos, ma pancarte, et j'ai commencé à faire de l'autostop à travers l'Europe. Et là, je ne sais pas si je peux détailler plus que ça, mais il faut savoir que, en fait, j'avais ma date de ma 3e hospitalisation en psychiatrie. Donc je savais que quoi qu'il se passe, quoi que je fasse, quoi qu'il arrive, je termine à l'hôpital psychiatrique en mars. Donc je me suis dit, j'ai 1 mois pour, de 1, réaliser mon plus grand rêve, de 2, me prouver que l'entraide entre êtres humains, ça existe, et de 3, pour m'éclater et puis pour essayer de me connaître moi en tant que moi-même, quoi. Donc en tout et pour tout, j'ai réussi à aller au pôle Nord. Alors là, c'était une surprise pour moi aussi, parce que finalement, j'étais tellement dans le voyage, vu que mes préoccupations premières, c'était où manger, où dormir, et est-ce que je vais trouver des voitures ou pas pour m'y emmener. Mais voilà, j'ai réussi à aller jusqu'en Laponie, ce qui est... vraiment, moi je me suis retrouvée en Laponie, je me suis vraiment dit... waouh. Vraiment, si on m'avait dit au tout début de ce voyage, quand j'étais à Lille, parce qu'il faut savoir que j'étais sous la pluie et qu'au début l'autostop n'a pas fonctionné du tout, j'y aurais pas cru. Donc en tout et pour tout, c'est à peu près 12 pays que j'ai fait en 1 mois et 1 semaine. Je n'ai pas réussi à tenir les délais. Et c'est à peu près 2200 km d'autostop réalisés en Europe dans à peu près une vingtaine de voitures différentes. En fait, la beauté de ce voyage, c'est qu'il n'aurait jamais été possible si les gens ne m'avaient pas aidé. Et voilà, donc pour la petite aventure. Il vous fallait aussi dormir chez l'habitant, enfin demander à... Oui, j'ai été hébergée plusieurs fois, mais alors ça, l'hébergement, ça a été, je pense, la chose la plus compliquée. Et finalement, l'autostop, c'était parfait parce qu'au final, il y a très souvent, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire il y a une voiture qui commence à me prendre, qui me dit « bon, je vous prends, mais je vous dépose pas très loin ». Et puis finalement, on discute, et puis les personnes voient que finalement ça se passe super bien et qu'on passe un bon moment. Donc de là, 1 heure de voiture se transforme en 4 heures de voiture, et puis 4 heures de voiture se transforme par « vous voulez pas rester dormir à la maison ce soir ?» Et puis ensuite, et puis s'ensuit des dîners, des hébergements et des expériences humaines absolument extraordinaires. Et c'est ça qui m'a permis... Merci. Comment on fait quand on est hypersensible, hyper émotive pour une telle aventure? Je pense que justement l'hypersensibilité, ça a été un très gros décalage, parce que entre ce que les gens projetaient sur moi, c'est-à-dire que la plupart des gens qui me prenaient en autostop me disaient « mais waouh, qu'est-ce que vous êtes courageuse, qu'est-ce que vous êtes forte ?» Et en fait, moi je me reconnais pas du tout dans cette image qu'on projette de moi, donc parce que moi dans ma tête je suis la personne la plus hypersensible du monde, je suis hyper émotive,
c'est vraiment, pour moi, l'hypersensibilité, c'est ça, je me sens complètement, je peux pas vivre dans un monde où on marche sur la tête. Ouais, non, finalement, l'hypersensibilité, moi, je me nourris énormément des échanges que j'ai avec les gens. Et finalement, je pense que sans cette hypersensibilité-là, je ne sais pas si j'aurais eu autant cette rage d'aller chercher chez les gens l'empathie, la bienveillance, l'entraide. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ma réponse. Si, c'est très clair. Est-ce que réciproquement, vous pensez que les gens, ils ressentent ça et qu'il y a peut-être une empathie plus forte, un courant qui passe peut-être mieux, non? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que, en fait, je pense que finalement, l'être humain a quand même un très bon fond comparé à ce que beaucoup de personnes peuvent penser ou peuvent croire, et que finalement, si on donne l'opportunité à une personne de pouvoir aider une autre, et y a très peu de gens qui diraient non, moi j'ai pas envie. Celle-là, on la laisse sur le bord de la route et puis voilà. Finalement, c'est ça qui est beau, la vraie question, c'était, ok, si demain, vraiment, j'ai besoin d'aide, est-ce que je vais réussir à trouver cette aide-là? Et la réponse est oui, parce que la plupart des gens ont envie d'aider quelqu'un quand on est là en train de dire « Coucou, j'aimerais aller au pôle Nord, est-ce que vous pouvez m'y emmener ?» Bien évidemment, ça se passe pas comme ça, mais voilà. Qu'est-ce qui vous a apporté ce voyage? Avec quels enseignements vous êtes revenu? Déjà, il y a quelque chose qui est très important, c'est que je pense que j'étais remplie d'amour et d'espoir, et c'était ça qui m'avait le plus manqué au cours de ces 2 dernières années. Donc finalement, quand je suis retournée à l'hôpital psychiatrique, je me suis sentie beaucoup plus forte, et je pense que c'est ça, parce que je suis repartie pour 4 mois d'hôpital, et oui, finalement, cette autre hospitalisation, je l'ai beaucoup mieux vécu parce que je me sentais beaucoup mieux dans ma tête. J'avais réussi aussi un peu à me redéfinir moi-même en disant ok, finalement quand je ne suis pas vue comme la borderline, j'ai quand même ma propre identité en dehors de ça. Et ça c'était ouais non franchement franchement ce voyage il m'a, parce que finalement quand on voyage, ce qu'on découvre aussi c'est que peu importe le problème qui se présente, on a les ressources et on a les capacités pour trouver des solutions. Et donc ça, c'est valable pour le voyage, mais c'est aussi valable pour le voyage psychique qu'on peut tous et toutes vivre à un moment ou à un autre de nos vies. Et c'est ça aussi, c'est OK. Je sais que si vraiment demain j'ai besoin de trouver un logement et à manger, je peux me débrouiller. Donc du coup en thérapie, si vraiment je dois essayer de trouver la force d'aller au bout de ma thérapie, oui, c'est possible et j'ai les ressources pour trouver les solutions et puis pour faire face à tout ça, quoi. Merci. Pardon, allez-y, je vous en prie. Alors, vous agissez aussi en faveur de la visibilité, de la santé mentale, de la déstigmatisation, avec notamment donc, ce fameux compte Instagram où vous avez 13 000 followers à l'heure actuelle, probablement beaucoup plus dans le futur. Parlez-nous de cette action militante. Alors, déjà, le militantisme sur la santé mentale, forcément, il est arrivé quand j'ai été diagnostiquée, parce que en fait, c'est une telle souffrance dans ma vie que c'est impossible pour moi qu'on n'en parle pas. Voilà, tout simplement. Et c'est aussi, il faut savoir qu'il y a 2 ans, quand j'ai été hospitalisée, j'avais pas la force, j'avais pas les mots, j'avais pas la voix pour parler de ce que j'étais en train de vivre, pour parler de ce que j'étais en train de ressentir. Et finalement, ce chemin à travers la maladie mentale, il a été très dur. Et aussi, ce qui était important pour moi, c'était de communiquer des solutions. Parce que finalement, quand on est diagnostiqué, déjà, il faut comprendre le diagnostic, ce qui est déjà une première étape, l'accepter, ce qui est encore une autre étape. C'est-à-dire accepter qu'on a une maladie mentale, c'est pas forcément le truc le plus simple du monde. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, quand j'ai été diagnostiquée, ce que je voulais réellement qu'on m'explique et ce que je voulais réellement savoir, c'était qu'est-ce qu'on est en train de m'annoncer? Est-ce que vous êtes en train de m'annoncer que toute ma vie, ça va être des états dépressifs et de l'hôpital psychiatrique? Parce que moi, je suis pas d'accord, j'ai pas signé pour ça. Enfin, moi, je n'envisage pas ma vie comme ça.
Donc ça a été aussi tout ce travail de, ok, quelles sont les solutions? Maintenant qu'on a identifié le problème, qu'est-ce qui va me permettre, moi, de vivre une vie dans laquelle je me sens réellement heureuse et épanouie, et de cohabiter avec mon trouble borderline. Et donc là, pour les solutions, c'est la thérapie que j'ai faite, qui s'appelle la thérapie des modes et des schémas. Je le dis, si jamais ça intéresse des gens. Qui est une thérapie qui a prouvé son efficacité sur les borderline, et c'est la thérapie qui m'a le plus aidée dans mon trouble. Après, bien évidemment, j'ai aussi une aide médicamenteuse, j'ai un traitement médicamenteux, ça c'est important aussi de le préciser, mais voilà, il y a des solutions, il y a des traitements médicamenteux, il y a des thérapies qui existent, et il y a aussi des très bons psychiatres qui sont aussi là pour nous accompagner dans ce chemin-là. Donc c'est un ensemble de solutions, je pense que la solution elle est plurielle, en termes de maladie mentale. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui va marcher sur moi ne va pas forcément marcher sur d'autres. Donc voilà, c'est un chemin. Un chemin, bien sûr. Clotilde, je vais vous redonner la parole pour présenter l'extrait qu'on va entendre dans quelques instants. Et je fais signe à mon ingénieur du son, ou plutôt, oui, il m'entend. Voilà, donc il sait que ça va être à lui. Mais je vous laisse la parole pour présenter dans cet extrait d'une invitée qui, je crois, souffre d'un trouble bipolaire. Oui, tout à fait. C'est pas n'importe quelle invitée, puisqu'elle s'appelle Laure, et Mademoiselle Laure sur scène, puisqu'elle est aussi chanteuse, et elle a tout un projet d'art-thérapie en fait autour de sa maladie. Enfin, tout son répertoire est axé en fait autour de la déstigmatisation de la bipolarité. Il faut savoir que Laure, elle a vraiment un parcours particulier, parce qu'elle est aussi issue d'une famille avec, je la cite, où la bipolarité est une tragédie familiale. Donc, sa maman était elle-même diagnostiquée bipolaire. Je crois que sa grand-mère l'était aussi. Et elle a eu un parcours, elle, de proche aidante avant d'être elle-même diagnostiquée bipolaire au début de l'âge adulte. Et donc voilà, donc je l'ai choisi, j'ai choisi un extrait donc de l'épisode 20 de On marche sur la tête, donc avec elle, pour voilà, parce que je trouvais que ça collait très bien à l'événement, et j'aime beaucoup son parcours, donc je vous laisse peut-être diffuser cet extrait. Merci Clotilde, on l'écoute. Avec un peu de recul aujourd'hui, est-ce que tu es en mesure de dire que la maladie psychique t'a appris quelque chose en bien, et si oui, quoi? En bien, la maladie m'a apporté dans mon malheur. Elle m'a fait comprendre et ressentir ce que je comprenais pas dans ce que vivait ma mère. Voilà, dans les phases de dépression, je comprenais pas. Et de vivre, d'avoir la même expérience qu'elle, ça a eu du bon, puisque j'ai pu ressentir vraiment sa souffrance. Et du coup, je la jugeais plus. Voilà. Et je me disais, mais voilà, j'avais plus de colère. Okay. Ouais, je crois que d'être tombée malade, ça m'a fait comprendre la souffrance de mes parents. D'un coup, ça a été une prise de conscience bien sûr. De me dire, ah ouais. C'est ça. Ah, c'est pas rien. C'est quand même grosse claque. Du gros, quoi. Ouais. Du lourd. Ça m'a apporté une sensibilité, ça m'a apporté de ressentir la souffrance. Des autres. Ce que tu disais tout de suite, mais finalement de manière générale. Voilà, quoi. De ressentir, ça m'a appris de l'humilité, ça m'a appris de l'amour aussi, ça m'a appris... Un amour, voilà. Ça m'a appris... aussi le côté positif, mais là, ça serait mes enfants qui pourraient en parler. Ça m'a... apporter que je suis une maman un peu spéciale aussi, dans sa folie, mais même en étant stabilisée. Et je pense que cette différence, je pense que mes enfants, ils aiment en fait aussi, quoi, ma façon d'être. Ils sont fiers de toi. Ouais, ça amène, la maladie, elle amène de la spontanéité, de la fraîcheur. Enfin, je sais pas. Elle m'apporte... et puis là, aujourd'hui, elle m'apporte carrément un concert, quoi. Un sens à ta vie. Un sens à ma vie. Et par rapport à ma famille, voilà, pour moi, c'est mon cadeau aussi
à ma mère, mes grands-mères. Leur montrer, même s'ils sont plus là, que voilà. Ouais, j'en fais quelque chose, que chose. je pense à elles, que je chante pour elles et que je chante pour tous ceux qui sont malades et pour que voilà que le monde ait moins peur, pour que on ait surtout qu'on n'ait pas honte de nous et d'avoir d'avoir de l'espoir. Soit ça passe par un traitement ou pas. Si ça passe par un traitement, de garder confiance que peut-être on va trouver la stabilisation, mais qu'il faut pas arrêter tout de suite. Il faut attendre s'il y a des résultats. Enfin, voilà. Voilà, c'est ça qu'elle m'apporte aujourd'hui, d'être là aujourd'hui avec toi, Clotilde. Radio Mobile Paris. La mobilité de la personne de Paris. Radio Mobile Paris. Radio Mobile Paris. Paris, c'était une bonne intro, un bon jingle justement pour en parler. Alexandra, vous êtes d'ailleurs une chanteuse aussi. Aïcha, vous êtes également intervenante sur Radio Mobile Paris. On va donc en parler en donnant la parole d'abord à Claire Pétavy. Vous êtes également accompagnée par Agathe Lebon qui est là au premier rang. Agathe qui est également infirmière du pôle précarité au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, au sein d'une équipe mobile, mais vous allez nous expliquer tout ça, Claire, puisque Radio Mobile Paris, c'est une initiative que vous avez portée, co-créée avec 2 artistes du collectif Porqueno. Pourquoi pas? Alors, oui, voilà. Donc, donc on était 2 infirmières, on travaille sur des équipes mobiles psychiatrie précarité, c'est-à-dire que nous, on intervient en fait auprès des gens qui sont en situation d'exclusion, soit en foyer, soit à la rue, voilà. Donc dans ce public-là, il y a des personnes qui sont en situation de rue depuis longtemps pour différentes raisons, hein, les addictions, parfois c'est des troubles psychiques, voilà. Et puis il y a aussi toutes les personnes qui sont issues de l'exil et qui se retrouvent en fait à la rue parce que ils n'ont pas de situation administrative qui leur permettent d'être dans une autre situation ou en foyer et qui ont, eux, une souffrance psychique qui est peut-être différente, mais qui est bien réelle aussi, et, voilà, et pour lesquelles nous, on intervient. Soit ce sont les travailleurs sociaux qui connaissent les personnes qui nous, en général, qui nous les signalent parce qu'ils repèrent voilà, qu'il y a une souffrance psychique. Et nous, on essaye d'accompagner ces personnes vers le soin. On travaille on a des psychiatres dans l'équipe, psychologues, travailleurs sociaux, voilà. Mais quand on est sans adresse, on dépend en général pas d'un CMP. Donc pour plusieurs raisons aussi, des fois les personnes ne peuvent pas aller. Mais donc il n'y a pas de soins en hôpital de jour et d'ateliers thérapeutiques qui peuvent être proposés finalement aux personnes que nous on suit. Et donc l'idée a été avec Agathe de monter un atelier thérapeutique et de faire appel à des artistes pour pouvoir travailler ensemble. Donc on a présenté le projet, il y avait un appel à projet au sein de l'hôpital et on a obtenu le financement qui nous a permis en fait de mettre en place la radio sur une année. Voilà, donc on a mis en place 2 émissions. Une émission qui a lieu dans un accueil de jour pour les personnes qui sont en situation de rue, qui est dans le 12e arrondissement, et une autre émission qui s'adresse plus aux personnes qui sont issues qui ont un parcours d'exil, et ça se passe dans un restaurant qu'on nous prête, qu'une association met à disposition. Voilà, donc on fait une réunion par mois. Il y a toujours un pianiste qui est présent à l'émission, il y a le réalisateur radio, et puis il y a Agathe et moi qui sommes présentes pour organiser, faire venir les personnes, en parler aux partenaires. Voilà. Donc il s'est passé pas mal de choses pendant toute cette année, et il y a plusieurs personnes qui ont été fidèles à l'émission, qui avait lieu une fois par mois, dont Alexandra et Aïcha, qui sont là et qui nous encouragent, qui donnent aussi un peu leur petite... qui apportent... Chacun des participants, en fait. C'est une émission qui n'aurait pas lieu si des participants ne venaient pas. Donc, voilà. Voilà, donc je vais peut-être leur laisser, je ne sais pas. Ouais, on va vous donner la parole à toutes les 3, bien sûr. Aïcha, alors vous êtes en situation d'exil,
Donc vous allez au coin de Malte, hein, c'est une des deux adresses. Tout à fait. Et vous m'avez dit, je ne rate aucune émission. Oui, effectivement, je rate aucune émission. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte? Comment ça se passe? L'émission m'apporte à m'exprimer parce que j'ai jamais eu l'occasion de m'exprimer, de parler de ma situation. J'ai du mal à parler, que des choses que j'ai vécues depuis mon enfance, avec beaucoup de stress, où on n'avait pas droit à la parole, on peut pas s'exprimer, on est toujours enfermé, on accepte tout. Et même tout ce qu'on n'a pas fait, on est obligé d'accepter. Et quand je suis arrivée, ici, je suis demandeur d'asile. Et c'est là que il y a une infirmière qu'on m'a donnée à Aqualia parce qu'ils ont vu que vraiment je n'étais pas bien. Je n'étais pas du tout bien. Ils ont fait appel à une psychologue qui m'a fait envoyer vers l'hôpital psychiatrique que j'ai rencontré, Claire, qui est mon infirmière. Et c'est comme ça. Et elle m'a proposé la radio. Je suis sous traitement même. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette activité? Ce qui me plaît est qu'il donne l'occasion à te mettre en confiance, que non, ici n'est pas comme chez toi. Ici, on peut s'exprimer, on peut dire ce qu'on ressent, chose que moi, je ne croyais pas. C'est pas grâce à eux que je suis, que vraiment, ça, on peut le faire. Parce que d'abord, je fais encore des exercices avec Madame Maud. On fait des exercices toujours. Avec la radio, c'est la radio qui m'a beaucoup aidée. Moi, je ne voulais même pas que l'émission se termine, mais comme on va refaire encore, je suis contente parce que je ne suis pas encore bien remise, mais je trouve que ça va. Ça m'a aidée. Oui. Est-ce que vous dites justement que ça vous a aidé, mais d'une façon, encore plus, est-ce que le fait de participer à l'émission régulièrement, vous avez l'impression que ça vous aide dans votre vie de tous les jours? Oui. Ça a changé des choses? Oui, ça a changé plein de choses. Mais parler comme ça, oui. ça a changé ça. Oui. Dire un peu ce que je pense, ça a changé. Me mettre en confiance pour dire non, c'est pas ce qu'on t'avait mis en tête là-bas. Ici, c'est différent. Tu peux y arriver. De toute façon, je ne pouvais pas y arriver à faire quelque chose. J'étais là. Non, ici, c'est pas comme ça. Tu peux y arriver. Tu peux tout faire. Tu peux apprendre. Donc, raison pour laquelle moi, je ne ratais pas d'émission. Parce que ça m'aidait beaucoup. Du coup, est-ce que ça vous a donné des envies, des projets? Oui, ça m'a donné plein de projets. Oui, comme j'ai souvent, quand je vois des gens qui sont à peu près dans les mêmes situations que moi, je leur dis non, ça peut aller. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'arrive à te parler alors qu'avant, je ne pouvais pas m'exprimer, dire ce que je pense. Bien. Est-ce que parmi les autres participants, vous avez aussi constaté des changements dont vous pouvez témoigner? Oui, je peux. Il y avait Yaya. Il y a une autre aussi que j'ai oublié un peu son nom. Elle aussi, elle disait que ça lui fait des changements. On est beaucoup, hein, on est beaucoup à l'émission. On est nombreux, oui.
Vous êtes à peu près combien à chaque fois, chaque semaine Parce que je crois que c'est une fois par semaine au Non, coin de c'est- Malte. C'est seulement une fois par mois? Oui, c'est une fois. Ah, c'est seulement une fois par mois. Lundi. Donc vous êtes à peu près combien à chaque session au coin de Malte? Vous avez une idée? Moi, je pense qu'on peut être dans les plus de vingtaine, je pense, ou plus même, ou Oui, plus. une vingtaine, ouais. Une vingtaine. Et vous vous voyez en dehors de l'émission de radio? Ça vous a donné envie de vous revoir certains? Enfin, est-ce que ça a créé des liens d'amitié? Oui, Oui. oui, ça a créé des grains d'amitié. Oui, parce que ils me laissent jamais. Claire et Agathe avec les autres de l'hôpital et avec les participants aussi. Même parce que je continue, j'ai toujours les rendez-vous avec les médecins. Donc, quand on se voit là, avec ceux qu'on était toujours à la radio, ah, tu étais à la radio, oui, ça va, mais ça s'est arrêté, oui, mais non, ils vont recommencer, tout. Oui. On se reconnaît. Alors, Alexandra, vous avez rendez-vous chaque mois dans l'autre lieu, c'est-à-dire à la maison au jardin. Dans le jardin. Oui. La maison dans le jardin. Comment ça se passe pour vous? Pour moi, ça se passe très bien. Déjà, la radio, je l'aime beaucoup. Ça m'aide à évoluer. Comme vous avez dit tout à l'heure, une chanteuse. Je partage un peu des chansons, certaines chansons, une seule seulement dans la radio, et que j'ai envie de développer sinon. Sinon, ça va, ça se passe bien là-bas et je continue. Vous chantez en français, hein? Je vous ai entendu chanter en français, oui. entre autres. Je chante dans 2 langues, français et serbe, chez ex-Yougoslave serbien. Et je chante de temps en temps en français. Je fais une chorale, justement, La Cloche qui s'appelle. Là, aujourd'hui, normalement, je devrais y aller, mais... Ah, vous avez séché la chorale pour être avec nous. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Oh, on peut l'applaudir quand même, c'est... oh. Alors, qu'est-ce que vous disiez que vous adorez l'émission, vous aussi? Quel bénéfice vous en retirez? En fait, moi, j'adore ta émission. En fait, j'ai découvert cette année, parce que c'est cette année que j'ai commencé à les côtoyer depuis février. Et je sais pas trop, mais ça m'aide à tout. Ça vous aide à tout. Donc c'est très important. Je vous sens très très ému. Je vous en prie, hein, si Non, ça va, vous voulez, vous vous me inquiétez dites. pas. Hein, voilà, on est là presque en famille, hein, donc. Je vais rajouter, j'ai l'habitude d'être filmé, d'être écouté et tout ça. Ah oui, bon alors, tout va bien. Claire, c'est quoi au fond l'objectif thérapeutique de cet atelier? Il y en a plusieurs, mais principalement c'est le fait d'être en groupe, de pouvoir à nouveau être en groupe, parce que quand on est en situation de précarité, d'exclusion, souvent on se retrouve seul. Le groupe, il est souvent associé au fait d'attendre dans des files d'attente, il y a une certaine... c'est une certaine difficulté finalement à être avec l'autre, à écouter l'autre, à pouvoir s'écouter. Voilà, par exemple, une difficulté qui peut être liée à différentes choses, mais par exemple l'émission qu'on fait avec les personnes exilées au coin de Malte, on a beaucoup de personnes qui viennent de l'Afghanistan et aussi pas mal de personnes qui viennent de l'Afrique francophone. Majoritairement, et donc du coup il y a un interprète en fait qui vient à cette émission et qui permet de traduire en fait les échanges entre les personnes. Par exemple, un jour on a fait une émission, on a parlé beaucoup de l'Aïd, et du coup les personnes de la Côte d'Ivoire, elles pouvaient savoir comment ça se passait en Afghanistan l'Aïd, et alors que souvent ils peuvent se retrouver dans des administrations ensemble sans jamais pouvoir échanger, dans des files d'attente, voilà. Et puis, voilà, il y a principalement
ce côté d'être en groupe et aussi d'avoir accès à la musique et à un pianiste qui est là en fait pendant 1h30 pour accompagner les échanges. C'est-à-dire que si à un moment donné il y a un petit blanc ou que la personne elle hésite, et ben lui il poursuit en fait avec le piano. Voilà. Peut-être qu'on pourrait écouter un peu l'extrait qui permettrait d'illustrer plus le propos. Et on a un petit montage de 2 minutes des 2 émissions qui expliquent un peu. Voilà. Écoutons. Radio Mobile Paris. La mobilité de la personne de Paris. Radio Mobile Paris. Radio Mobile Paris. Radio Mobile Paris. The Paris Garzanda Radio. Radio Mobile Paris. Il y a aussi les émissions qui sont transmises en direct. En fait, on a monté un site qui s'appelle radiomobileparis.fr. Et donc, toutes les émissions, elles sont transmises en direct. Donc, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la scène, un peu, où, il y a le piano qui fait scène, enfin, qui accompagne. Et puis, il y a aussi le fait qu'on sache qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent. Et puis ensuite, les émissions, elles sont un peu retravaillées par le réalisateur radio et elles sont mises en ligne sur le site. Donc, on peut les retrouver. Ils peuvent les envoyer à la famille, qui peut être un peu partout, ou à des gens qui connaissent. Voilà, donc... ça permet de partager aussi à l'extérieur auprès de personnes dont ils le souhaitent, quoi. Donc, si je comprends bien, tous les membres de leur famille, leurs amis, partout dans le monde, peuvent avoir accès via l'URL de Radio Mobile Paris à l'émission et les entendre. Voilà. D'ailleurs, petite info au passage, toutes les adresses URL, les adresses Internet de tous les sites Internet dont on parle au cours de ce forum seront bien sûr en ligne sur forumrétablissement.fr. Est-ce que le rapport au monde, Clotilde, pardonnez-moi, Claire, vous avez l'impression que le rapport au monde des participants, il a un peu changé parce que justement, il y a ces interactions entre participants de pays très différents, aux cultures très différentes. Est-ce que ça produit quelque chose chez les participants, vous avez constaté ? Je pense que ça rassure un peu aussi de pouvoir échanger avec un autre qui vient peut-être d'un autre pays, mais qui se confronte un peu aux mêmes difficultés. Et il y a aussi du commun, en fait, dans tout ça, parce que parfois, on utilise le son, on met des sons, par exemple, de la pluie ou du crépitement du feu. Et ça fait commun pour... en fait, ça rappelle des souvenirs qu'on vienne de n'importe où, finalement. Hein. Je me souviens, une fois, on l'avait fait avec l'eau. Et Aïcha, toi, ça t'avait rappelé des souvenirs de la Côte d'Ivoire que tu avais partagé au groupe. Et puis, il y avait des personnes afghanes à qui ça leur rappelait les barrages, les pique-niques en famille... Voilà, des choses comme ça. Je ne sais pas ce que peut-être toi tu peux plus en parler, de ce que ça fait de pouvoir partager avec les autres cultures, d'avoir cet espace. Qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce qui t'a plu, je ne sais pas. Oui, c'est parce qu'il y a des Afghans qui sont là, qui ont leur culture à part, même le Sénégal et la Côte d'Ivoire, avec... l'autre, parce qu'il y a on est beaucoup, il y a des pays différents. Ce jour, on a partagé nos coutumes. Mais il y avait une Tunisienne qui c'était pas la même chose pendant les Aïd. Donc, chacun a son coutume. Donc, quand c'est comme ça faisait du bien. D'autres disaient, ah, c'est comme ça chez vous. L'autre dit, ah, c'est comme ça. Chacun s'informait sur les différentes cultures de chez lui. Donc, moi, je pense ça a apporté de savoir ce qui se passe chez l'autre, comme chez... Est-ce que vous vous êtes fait des amis chez auprès de personnes de nationalités différentes, de cultures différentes? Oui, je me suis fait, j'ai tissé un lien d'amitié avec une fille burkinabé
Avec, il y avait un autre Congolaise. Et parce que depuis ensemble, quand c'est le dernier jour, là, c'était bien, on a préparé ensemble. Chacun donnait, parce que c'est différent, en fait, chacun donnait un peu de tout de chez lui. Donc. Oui, il y a eu un repas en fait, et du coup elles ont cuisiné, on a fait un repas pour le dernier jour, voilà, donc il y a eu un peu un partage aussi autour de la recette. Voilà. Mais il y a aussi, dans l'autre émission aussi, hein, Alexandra, elle nous amène des chansons. C'est très axé aussi sur la musique, donc on peut écouter, par exemple, des grands chanteurs, un peu des origines de chacun. Et voilà, donc dans cette question du rapport au monde, voilà, c'est assez riche, en fait, pendant les émissions. Et il y a de la poésie, il y a de l'improvisation aussi. Oui, il y a beaucoup d'improvisation. En fait, avant, au début de l'émission, on ne sait pas de quoi on va parler. On ne dit pas, bah, tiens, aujourd'hui, l'émission, ça va être sur le thème de l'Aïd ou sur le thème... C'est en fonction de ce que les personnes, elles amènent, de ce qui se passe. Voilà, si on s'approche des fêtes de Noël, de la fête de l'Aïd, si on s'approche, je ne sais pas, de l'été, ou enfin bon, ça, c'est en lien avec l'environnement, en fait, avec ce qu'il y a autour de nous, en général. Et c'est assez libre, quoi. Voilà, c'est... Chacun raconte un peu ce qu'il a envie. Alexandra, je vous sens en meilleure forme pour dire plus de choses. Allez. Moi, de temps en temps, je raconte plein de choses, mais plus avec la musique, avec le chant. Chanter alors? Oui. Une chanson, je vais vous expliquer, ça veut dire quoi la chanson que je chante d'habitude. En français, on dit « À qui es-tu » ? Et en serbe, on dit « Qui asi ». Je vais essayer de chanter un peu en cappella, parce que d'habitude, je chante avec la musique. Je vais chanter en serbe, parce qu'en français, c'est compliqué. Ponovo si noćas mila, lagala da nisi bila s njim. Ja to osetim. Ponovo su usne tvoje drhtale ko da se boje da ti ne oprostim. Zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati? Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, napolju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi. Još ti na licu piše čija si, samo moja nisi. Bon, je vais pas continuer la chanson quand même. Bravo. Merci à tous. Y a-t-il encore quelque chose à ajouter pour Radio Mobile? Est-ce que vous voulez nous dire on a remporté le premier prix des équipes soignantes en psychiatrie, qui est porté par la revue Santé Mentale. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en fait, ça va nous permettre de... Bon, avec le prix, il y avait un peu d'argent, hein, qui va nous permettre de pouvoir continuer jusqu'au mois de décembre. Parce qu'en fait, on a pu financer l'année précédente par un appel à projet qui a duré 1 an. Et là, voilà, l'année est finie, l'année recommence. Et heureusement qu'on a eu ce prix, on continue jusqu'à décembre. Et on a présenté des appels à projets à différentes fondations grâce à l'association d'artistes, en fait, qui ont une structure associative qui a plus de 2 ans. Grâce à eux, en fait, on a répondu à des appels à projets et on espère qu'on va obtenir un peu d'argent qui nous permettra de continuer de financer les artistes. Parce que, voilà, du point de vue de l'hôpital, voilà, il y a du temps infirmier qui est mis à disposition, un interprète, et puis le reste, il faut qu'on puisse le trouver si on veut que ça perdure. Donc voilà, c'est en effet beaucoup de travail. Heureusement que les personnes qui participent nous encouragent et nous donnent envie et qu'on voit que ça leur fait du bien, et qu'à nous aussi d'ailleurs. Et c'est une expérience de partage qui nous sort un peu de nos places, finalement, d'être soignant, d'être patient. Il y a des collègues qui sont invités à l'émission, il y a des gens de l'extérieur qui peuvent venir, c'est ouvert, quoi. On veut que ça ventile aussi pour sortir un peu des schémas qui nous enferment, hein. Voilà, donc la partie financement, c'est une partie qui est
en fait, qu'on n'avait peut-être pas en tête quand on met en place un atelier thérapeutique en tant que soignante, d'infirmière, on se dit pas, tiens, il va falloir que je cherche de l'argent, il va falloir que je remplisse des appels à projets, il va falloir que je fasse des PowerPoint, il va falloir que... tout ça, quoi, voilà. Mais bon, ça fait partie, une fois qu'on le sait, je pense qu'après, on essaye de trouver du temps pour au début, on est un peu déçus, puis après, parce qu'on pense que ça va être plus porté, mais après, on y va, quoi, voilà. Heureusement, on est soutenu par nos collègues et on a les médecins qui essayent de nous aider comme ils peuvent. Mais c'est vrai que pour l'hôpital, c'est compliqué d'allouer des budgets pour ça. Donc voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. On vous souhaite bonne chance pour trouver des partenaires. Et pour recevoir ce premier prix des équipes soignantes 2022, vous revenez ici même la semaine prochaine. Voilà. Tous ces itinéraires qu'on vous témoigne dans le podcast sont autant de parcours de rétablissement dans le monde. Qu'est-ce que vous en retirez comme enseignement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je pense que Laure l'a très bien résumé dans l'extrait. Elle part vraiment... Enfin, elle a une histoire particulière avec ses parents, avec sa mère qui était atteinte de bipolarité. Elle a rencontré, ça je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, elle a rencontré son conjoint, en fait, je ne peux pas dire à travers son histoire, son parcours thérapeutique, mais disons que, en fait, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, moi je cherchais à faire un épisode de podcast dédié au sujet de l'impact que pouvait avoir la maladie au sein d'un couple. Et j'ai contacté donc l'UNAFAM, qui est une association de personnes et de proches de malades psychiques. Dont on a des représentants dans la salle. Oui, j'imagine. Et d'ailleurs, je remercie bien vivement l'UNAFAM qui m'a mis en relation donc, avec Laure et son conjoint Stéphane, qui est aujourd'hui son manager en fait, au sein de l'association Les Soleils Noirs, qui est à l'origine du projet d'album et aussi leurs concerts. Enfin voilà, il y a tout un projet d'art-thérapie qui est vraiment intéressant. Et pour répondre à votre question, je pense que c'est une preuve de rétablissement incroyable à partir d'une histoire personnelle comme celle de Laure, d'arriver à... aujourd'hui, elle a un métier qui lui convient et en plus, elle donne de l'espoir à travers ses textes, à travers les rencontres, les spectacles qu'elle produit sur scène. Donc voilà, je pense que c'est un très beau message qu'elle délivre. Après, à chaque fois, je rencontre des personnes qui ont des parcours totalement différents, mais qui ont réussi à en tirer quelque chose. Je pense notamment à la dermatillomanie dont je vous parlais tout à l'heure. Moi, j'ai interrogé donc Camille, qui est à l'origine du compte Instagram Possible, c'est un jeu de mots avec peau, puisque dermatillomanie, c'est en lien avec la peau, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et elle, donc, elle est elle-même atteinte de dermatillomanie, et aujourd'hui, elle s'en est sortie. Et elle a un compte de sensibilisation au sujet. Et voilà, elle est suivie par, comme Abigail, 20 000 personnes qu'elle aide au quotidien. Et à travers son témoignage, c'est de montrer que voilà, elle est passée par des phases très compliquées, mais aujourd'hui, elle a encore quelques symptômes de la maladie, mais elle en parle sans phare, sans filtre, et elle aide plein de personnes qui sont concernées, elles aussi, par le trouble psychique. Il y a plusieurs maladies mentales qui sont issues notamment d'une fragilité génétique, donc qui suivent une lignée familiale. Est-ce que ça implique que pour aller mieux, pour se rétablir, il faut un peu se libérer de son passé familial? Moi, j'en suis la preuve vivante. Moi, ce qui m'a très longtemps pesé, c'est d'avoir entendu... mais c'est une réalité qu'il y a un facteur génétique dans les maladies psychiques. Moi, j'ai frappé à la porte de ma psychiatre en lui disant je suis folle, bon, pardon du terme, mais j'étais persuadée d'être moi-même atteinte de bipolarité. Et parce que elle m'a
apporter ce qu'on appelle de la psychoéducation, enfin, ce qui est pratiqué dans des hôpitaux, dans des CMP. On explique aux personnes ce qui leur arrive, ce qui est leur maladie et comment ça se présente, les symptômes. Et grâce à ça, j'ai pu moi-même déconstruire un certain nombre de clichés et de préjugés qui me bouffaient la vie concrètement. Et ça a été à l'origine de mon projet. Enfin, je me répète encore une fois, mais je pense que la peur qu'on peut avoir autour des maladies psychiques et la méconnaissance, ça entretient un certain nombre de clichés. Et je pense... pour citer, il y a donc encore une fois l'UNAFAM, pour les citer, ils ont publié il y a, je crois, 2 jours un spot justement pour parler du mésusage du terme de la schizophrénie, pour dire que voilà, il fallait arrêter d'utiliser ce terme à tort et à travers, parce que c'était la plupart du temps employé à tort avec une image stigmatisante et négative. Et en parler, comme je le fais, comme vous le faites à travers votre projet, en parler dans les médias de manière tout à fait objective et sans jugement, c'est ce qui pourra faire avancer. Déjà, il y a une part d'acceptation qui est importante dans la pose du diagnostic pour les personnes malades. Et en parler de manière tout à fait naturelle et sans tabou, je pense que ça participe vraiment à l'acceptation et au mieux-être des patients, des proches et de la société de manière générale. Enfin, il n'y a pas de mal à dire qu'on a un trouble psychique au même titre qu'on a un cancer. Et encore, le cancer, on en parle un petit peu plus naturellement aujourd'hui, mais... Voilà, on va voir un dentiste quand on a mal aux dents, et on va voir aussi un psychologue ou un psychiatre quand on a un problème à la tête, et il n'y a pas de mal à ça. Voilà. C'est très juste. Abigail, quand est-ce que vous repartez faire un tour d'Europe, un tour du monde? Vous en avez envie? Ah bah moi j'ai tout le temps envie de prendre mon sac à dos et de partir, mais clairement ce sera pas tout de suite. Mais pour rebondir à ce que tu disais, dans la déstigmatisation des maladies mentales, qui est absolument cruciale pour les personnes concernées, parce que ça reste quand même une très grande honte de dire qu'on a une pathologie psychiatrique, justement à cause du regard que la plupart des personnes portent dessus. Moi, j'aimerais vraiment qu'on arrive même à ce stade où quand quelqu'un dit qu'il ou elle fait une thérapie, que même qu'on puisse avoir des réactions du type c'est super, c'est génial, ça veut dire que tu as décidé de travailler sur toi, c'est super courageuse, parce que c'est pas facile de suivre une thérapie, vraiment pas. Et Oui, et encore moins de l'assumer publiquement. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le Covid, pardon, je t'ai coupé, Abigail, mais je pense que la pandémie a, entre guillemets, aidé, parce que voilà, il y a eu un impact sur la santé mentale assez important, mais il y a encore énormément de travail à faire à ce niveau-là. Et les médias sont assez responsables. Enfin, je parle en connaissance de cause, mais je pense qu'il y a un gros enjeu au niveau médiatique. Les médias et surtout la représentation dans les films, dans les séries, ça c'est assez... Et politique aussi, parce que oui, en fait, justement à propos de la schizophrénie, on a tendance à laisser penser que les schizophrènes peuvent être dangereux, mais en réalité c'est un cas sur 100 000. Enfin, j'exagère, mais en réalité les schizophrènes ils sont dangereux pour eux-mêmes. Oui, il y a des instrumentalisations qui sont terribles. C'est un cliché qui est vu et revu. Mais je pense que les personnes de l'UNAFAM qui seraient là dans le public pourraient mieux en parler que moi. Le spot qui a été fait par l'UNAFAM est très bien fait à ce propos. Il reprend pas mal d'extraits de personnalités politiques qui utilisent à tort et à travers le terme schizophrénie. Pour parler d'une dualité ou d'une ambiguïté. Quand on est schizophrène, c'est pas ça en fait.
Et du coup, ça crée une confusion. Et pour la personne malade, c'est douloureux. Enfin, je parle à la place des personnes, mais j'imagine que pour les personnes malades et pour leurs proches, c'est douloureux d'entendre le terme schizophrénique utilisé à tort et à travers, en fait. Pour revenir un peu sur le projet Radio Mobile Paris, qui a été sublimement un peu présenté par Alexandra, Claire et Aïcha, on a aussi, en plus des émissions qu'on fait en direct, on fait aussi des allées vers, c'est-à-dire que qu'on va directement sur le lieu de vie des personnes en rue, où là, on va voir les personnes qui ont quand même envie de participer à la radio, ou en tout cas de partager un moment radiophonique, musical, mais pour qui le fait de se déplacer, c'est encore trop compliqué, ou parce qu'ils ont trop d'affaires, ou trop accrochés à ce lieu, ou alors que le groupe, c'est pas encore accessible. Du coup, on se déplace directement et on fait donc des podcasts directement sur le lieu de vie des personnes. Donc on fait en rue, mais on fait aussi sur des centres d'hébergement d'urgence, chez des logements. On a déjà fait d'ailleurs dans un appartement du dispositif, chez Soi d'abord, d'un monsieur qui venait d'entrer. Et donc voilà, c'est une autre petite version de la Radio Mobile Paris. Que dire voilà, c'était un peu ce que je voulais ajouter. Et peut-être aussi demander à Aïcha ou à Alexandra peut-être d'expliquer. On a pu participer à un festival de l'association Acerma en mai et avril, qui nous a permis donc de sortir un peu de notre petit cocon sécurisant et d'aller directement du coup dans des théâtres, assister à des pièces de théâtre, à des représentations de danse et d'endosser pour les participants de la radio vraiment la casquette de journaliste. Et du coup on était là pour couvrir un peu donc tout le festival qui s'appelle Toi, moi, Co. Et donc Alexandra, Aïcha, on fait des interviews des comédiens, metteurs en scène. Mais du coup, peut-être que je vous laisse un peu expliquer ce qu'on a fait pendant ces 2-3 jours. Notamment avec le peintre, il me semble, Alexandra, toi, c'était au vernissage. Oui. Bon, on a posé des questions. Surtout, moi, j'ai posé une question sur une image qui m'a attiré plus que les autres. Et ça a été quand même... il nous a répondu. Après, on a vu le spectacle qu'il a fait. C'était génial. Que je recommande, peut-être s'il revient. Nous, c'était au théâtre. Le théâtre, où une fille, elle a parlé du mariage forcé. Qui s'est passé au Mali, en Afrique de l'Ouest. On a à peu près les mêmes coutumes. Le théâtre, c'était tellement formidable. Moi, j'ai posé des questions avec Agathe. C'était impressionnant. C'était la première fois qu'on sort. Moi, c'était impressionnant. Ils nous ont répondu. Et la fille, tellement qu'ils ont bien présenté ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, du côté du mariage forcé. Ça m'a fait rappeler plein de choses que moi j'ai raté, mais ma soeur n'a pas épargné. Elle a été victime de ça. Elle n'a pas épargné. Moi, j'ai épargné. Moi, ça m'a fait rappeler plein de choses qui se passent aussi, pas seulement au Mali, ça se passe aussi en Côte d'Ivoire. Des mariages forcés. Non, le théâtre qu'on a participé, c'était très impressionnant.